Patrick, un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans le cadre de nos émissions d'intersaison, nos émissions thématiques. Avec donc aujourd'hui, un focus sur les sprinteurs. Est-ce que nous pouvons, à travers ce que nous avons vu durant la saison écoulée, réussir à dégager une hiérarchie claire? Est-ce que nous pouvons considérer qu'il y a eu un changement générationnel? Est-ce que les cartes ont été redistribuées cette année? Voilà, donc c'est une question que nous allons aujourd'hui étudier avec trois commissaires qui sont réunis aujourd'hui. Donc Daniel. Salut à tous, salut Max. Bonjour à toi. Charles. Bonsoir à tous. Et enfin Cédric. Bonsoir tout le monde. Voilà, et bonsoir à vous, chers auditeurs. Voilà, donc une saison 2018 qui s'est terminée maintenant, il y a cela quelques semaines. Retour sur les victoires des sprinteurs qui ont rythmé toute cette saison. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y en avait un clairement au-dessus des autres? Est-ce que voilà, les choses ont été redistribuées par rapport à l'année d'avant? Je pense que Daniel, tu peux déjà nous donner quelques éléments de réponse? Oui, c'est vrai que cette année, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un ou deux sprinters qui étaient clairement au-dessus du lot, comme on a pu le voir les années passées, lorsque Kittel ou Cavendish notamment dominaient clairement la saison, notamment en remportant plusieurs victoires d'étape sur le Tour de France. Souvent, ils ont remporté 4-5 d'un coup, donc c'était carrément impressionnant. Cette année, ces anciens que sont Kittel, Cavendish et même André Greipel, ils ont tous plutôt déçus. Et je trouve que les jeunes générations, on peut parler de Groenewegen, de Gaviria, Ackermann et même les néo-pros Jacobsen et Odeg pour faire un peu rapidement le tour. Tous ces jeunes-là ont bien poussé et se sont bien affirmés sur le circuit face à leurs aînés. Mais aucun ne s'est vraiment dégagé et s'est affirmé comme un leader. Donc, pour moi, il s'agirait plutôt d'une saison un peu de transition. Charles, est-ce que tu veux reprendre déjà ce qui a été dit? Ouais, comme l'a évoqué Daniel, je pense qu'on assiste un peu à une saison de transition qui peut un peu se poursuivre d'ailleurs dans les mois à venir ou les mois qui vont débuter la saison prochaine. En tout cas, ce que je constate, c'est que les vieux sprinteurs, entre guillemets, même s'ils ne sont pas forcément vieux, ils ont plus ou moins notre âge, que sont Cavendish et Greipel, ont vraiment baissé pavillon cette année et même l'an passé. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment du mal à imaginer qu'on puisse les voir encore gagner des étapes au sprint lors des grands tours. Oui, Cédric, on annonce souvent un Greipel déclinant sur le forum. C'est une sorte de gimmick depuis quelques années, presque, on peut dire. Tu es d'accord avec ça ou... Bon, j'ai toujours défendu Greipel jusqu'à présent, mais le constat de Charles me semble assez vrai. Un problème avec Greipel, c'est aussi son changement d'équipe et on peut se demander s'il aura, s'il aura vraiment l'occasion de briller encore sur des sprints massifs face aux meilleurs coureurs dans cette discipline. Est-ce qu'il aurait peut-être un intérêt à s'orienter plus sur les classiques? Je ne sais pas. Par contre, il y a juste un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est quand même le cas Viviani. On dit année de transition, personne n'a vraiment été au-dessus, mais lui, il a quand même été extrêmement performant avec 18 victoires durant la saison passée. Et c'est quand même très fort. Daniel, tu mentionnais à juste titre les victoires sur le Tour de France. Bon, il n'était pas sur le Tour de France, donc évidemment, il ne pouvait pas rentrer dans ce type de palmarès, mais il a quand même été présent sur le Giro et sur la Vuelta. Donc, s'il y avait quand même un coureur qui devait sortir, à mon avis, ça serait lui, bon, objectivement, mais aussi parce qu'il a fait une saison à la Kittel, à la Cavendish, telle qu'on l'anticipait à l'époque. Mais peut-être que Charles, tu voudrais réagir sur ce point. Ouais, ça me permet de poser une question, je pense qu'on s'est tous aussi posé à un moment, c'est est-ce que Viviani a performé parce qu'il était vraiment le plus fort cette année?
ou est-ce qu'il était aussi le plus fort parce qu'il était chez Quick-Step? Mais Viviani, même en 2017, il avait fait une énorme saison, en tout cas une énorme fin de saison. Il avait remporté plusieurs classiques World Tour et bon, il n'avait pas disputé de grand tour, si je me souviens bien. Voilà, et du coup, cette année, il n'a pas non plus disputé le Tour de France, mais il a disputé les 2 autres grands tours sur lesquels les sprints sont un peu moins relevés. Donc c'est vrai que c'est un point de comparaison qui n'est pas évident. Et oui, je te rejoins sur le train Quick Step qui permet j'ai envie de dire à n'importe qui de remporter assez facilement des victoires. Mais à mon avis, ça n'enlève rien aux qualités de Viviani qui effectivement, ces 2 dernières années et peut-être encore l'année prochaine, fait presque figure de roi du sprint. Mais à mon avis, ce n'est pas forcément amené à durer. Je ne sais pas. Justement, ce que tu viens de dire sur les 2 dernières années, je suis assez d'accord. Ce qui s'est passé aussi, qu'on sous-estime peut-être un peu, c'est que Viviani s'est consacré depuis cette année surtout exclusivement à la route, alors qu'il avait l'habitude aussi d'être sur la piste. Hein. Il est médaillé d'or au JO à Rio, hein, faut pas l'oublier. Donc, depuis cette période-là, maintenant qu'il est plus sur la route, il peut se consacrer pleinement au cyclisme sur route. Peut-être que ça lui a permis de gagner aussi en constance, parce que Viviani avait la réputation de pouvoir battre un peu n'importe qui sur une course et de pouvoir être battu aussi par un peu n'importe qui sur une autre. Voilà, donc il a gagné en constance et je pense aussi que là-dessus, le train Quick-Step, clairement, ne peut faire que du bien. D'ailleurs, ça nous amène à un coureur qui est symptomatique de ce train Quick-Step, c'est Marcel Kittel. Alors, on l'a tous vu cette année. Kittel, je crois que c'est 2 succès maximum. Vous me corrigerez. 2 succès sur le Tirreno Adriatico. Mais il a été fantomatique, quoi. Alors, est-ce que vous pensez que c'est juste une année sans, que forcément en passant chez Katusha, ça allait être compliqué, qu'il y a des automatismes à reprendre, ou est-ce que c'est fini, entre guillemets, pour Kittel? Il nous fait un petit peu penser à un autre coureur allemand, Tony Martin, qui est aussi passé de Quick-Step à Katusha et qui a connu un peu le même destin. Donc pour Kittel, j'espère pour lui qu'il ne va pas vraiment s'inspirer de son compatriote, mais on peut effectivement se demander s'il n'est pas parti sur une longue période difficile. Parce qu'il a que 30 ans en plus, Kittel. Enfin, il a en plus, ouais. Ouais, je trouve que c'est un peu compliqué aussi de se projeter sur son cas, puisque lorsqu'il a été recruté par Katusha, c'était le plus grand leader de l'équipe pour la saison à venir. Logiquement, il y avait déjà plus ou moins un train de sprint qui existait, puisqu'ils avaient Alexander Kristoff jusqu'à son arrivée. Ouais, l'équipe n'a pas forcément été au niveau pour le déposer, mais lui-même n'a pas non plus forcément été au niveau. On l'a vu dans plusieurs sprints sur le Tour de France. Il est resté en 2e rideau. Il n'avait pas les jambes pour se battre avec les 2-3 meilleurs. Et ouais, il pourrait rebondir, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une dynamique, même dans l'équipe. Est-ce qu'il y a des recrutements ou est-ce qu'on a parlé d'une espèce de remise en cause? J'ai pas vraiment cette impression-là et c'est quand même un peu inquiétant. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une bonne ambiance. Il n'y a pas eu une bonne ambiance au final non plus chez Katusha, notamment sur le Tour de France. On a entendu quelques bisbilles au sein de l'équipe. Les résultats n'étant pas là en plus, ça fait que renforcer le cercle vicieux. C'est parce que c'est toute la dynamique de l'équipe qui était en fait en berne pendant cette année. Hein. Kittel n'a été finalement qu'à l'image du reste de l'équipe. Alors que justement, pour refaire le parallèle avec une autre équipe qui a eu une saison très difficile, finalement, lui, s'en est pas si mal sorti. Je veux parler d'Alexander Kristoff. Pas si mal sorti, ça reste. Il a quoi? Il a 5 victoires, donc c'est pas énorme non plus. Dont une sur les Champs-Élysées, ça sauve pratiquement toute la saison en fait. C'est vrai. C'est celle-là. La force, c'est ce qui sauve un peu Kristoff cette année. C'est ce qu'il disait lui-même de Kristoff. C'est qu'il est présent sur les classiques ou les semi-classiques et qu'il fait des top 5, disons, toute la saison de janvier ou en tout cas de février jusqu'à septembre, il répond présent. Après, c'est pas le plus grand des gagnants, mais en tout cas, il ramène quand même son petit lot de bouquets. Je pense que c'est conforme aux attentes malgré tout. D'ailleurs, Christophe, ça nous amène sur l'équipe UAE Team Emirates. La grosse recrue de l'intersaison, enfin l'une des grosses recrues de l'intersaison, c'est Fernando Gaviria. Est-ce que vous croyez à un destin à la Kittel pour Gaviria ou est-ce qu'il est tellement une classe au-dessus que UAE ou pas, enfin Quick-Step ou pas, il va enchaîner les succès l'an prochain?
sais pas si je vais prendre la parole, je vois que personne d'autre ne rebondit dans l'immédiat. C'est vrai que pour Gaviria, c'est pareil, c'est un peu compliqué à juger. Il y avait une grosse hype autour de ce coureur. Il a à plusieurs reprises été impressionnant et tout. Et voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. Et puis, dans le même temps et durant la même saison, il a aussi été à plusieurs reprises décevant et de manière parfois un peu inattendue. Donc, Il a ouais, tendance à beaucoup chuter aussi, à ouais. chuter assez souvent, hein, comme un autre de ses glorieux aînés, Cavendish, qui lui aussi Ouais. peine la sorbelle d'ailleurs. Donc c'est Que pas tu- encore vraiment une valeur sûre quoi à l'heure actuelle, mais même si on ne doute pas de son potentiel, mais il y a un potentiel qui s'exprime par séquence où il y a d'autres coureurs qui arrivent à s'exprimer en continu et c'est un peu peut-être la grande problématique pour lui. Ce qui lui donne peut-être justement une possibilité de devenir beaucoup plus fort s'il arrive à devenir régulier. Alors que Kittel, finalement, que pouvait-il faire de mieux par rapport à ce qu'il avait déjà fait avant? La marge de progression était très très limitée. Ce qui peut nous laisser penser qu'on peut rester optimiste avec Gaviria. Oui, c'est vrai que Kittel, lui, a un registre quand même plus limité, hein. Il va s'exprimer dans une seule filière. Gaviria, on l'a vu cette année aussi pouvoir faire quelque chose d'intéressant sur l'étape de pavés du Tour de France, notamment. Donc, à voir plus tard peut-être sur les classiques. Il est encore jeune, il peut montrer de belles choses. Quickstep qui manquait pas cette année de sprinters, parce que vous avez aussi mentionné au début de l'émission les deux nouvelles pépites. Il me semble, de ton côté, Daniel, c'est toi qui as parlé de Odeg Oui, ouais. et de Jacobsen, il me semble. C'est bien ça. Ouais. C'est vrai que pour des néo-pros, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait cette saison. Assez rapidement même, je pense qu'ils ont su prendre quasiment les commandes dans leur équipe à la pédale, quoi. On leur a vite donné leur chance parce qu'on a vu qu'ils étaient là et au niveau. Bon, évidemment, ça demande confirmation. C'est toujours plus simple pour des néo-pro sprinteurs de s'affirmer que pour des néo-pro grimpeurs. Mais en tout cas, ce sont parmi les jeunes ceux qui poussent quasiment le plus fort et qui pourraient s'affirmer d'ici peut-être 2-3 années comme les rois du sprint. Bon, c'est pas ce qu'on disait de Ewan ces dernières années. Et Effectivement. partiellement, hein, mais disons, on attend toujours. Ouais. Ewan n'a pas été non plus aidé par son équipe cette saison, hein. Faut dire Ça, aussi, hein, ça- je crois que c'est 48 ou 50 jours de course seulement pour lui cette année. Donc forcément, ça limite les possibilités de victoire. Et c'était le plus rapide des sprinteurs de Milan-San Remo. Oui, c'est vrai. Pour Mais les- c'est vrai que la saison d'Ewan le fait un peu, entre guillemets, passer aux oubliettes à l'heure de faire les bilans. Mais les saisons précédentes, il a quand même montré lui aussi un gros potentiel. Et il est encore très jeune. Je crois Ouais, il est qu'il a encore jeune, c'est ça. le même âge que Gaviria. Donc pour l'instant, ils en sont, disons. Enfin bref, c'est le même âge et ils ont encore tout le temps de démontrer leur talent. On a quand même une génération de jeunes qui poussent bien. Là, vous avez parlé de Gaviria, on peut parler aussi de Ackermann, de Groenewegen, qui, cette année, ils ont confirmé. Je pense que même pour Ackermann, certains l'attendaient peut-être même pas à ce niveau-là, hein. C'est 8 ou 9 victoires, je crois, cette saison. C'était du très solide, hein. Donc on a des jeunes qui poussent. Ouais, sur les deux derniers, que ce soit Ackermann et Groenewegen, ils sont aussi capables, eux, de courir certaines classiques et d'y faire des bonnes performances, et ce qui n'était pas forcément le cas de Marcel Kittel. Voilà, c'est le cas. donc c'est là où je veux arriver, du coup, c'est avec ces jeunes-là qui poussent, est-ce qu'on va pas avoir une génération, là, ces entre-deux, hein, ces gens comme Bennett ou Desmar même, finalement, parce qu'on l'a pas encore mentionné, Bouhanni, hein, aussi, est-ce qu'ils vont pas être, entre guillemets, finalement la génération sacrifiée parce qu'on va avoir ces petits jeunes qui vont arriver à maturité, finalement, avant que ceux-là puissent récolter suffisamment de bouquets. T'en penses quoi, Charles? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, je sais pas si je dirais génération sacrifiée ou si justement cette génération. Je pose la question, hein, je ne prends pas Ouais. parti. Ouais, je sais. Justement, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas vraiment si cette génération-là elle est sacrifiée ou si elle a émergé parce que le plateau des sprinters n'était pas forcément le plus haut possible. Tous ces coureurs comme Colbrelli, Degenkolb, etc.
Enfin, j'hésite vraiment. J'arrive pas à me dire si c'est vraiment. Eux-mêmes se considèrent pas comme des purs sprinters. Si vous posez la question par exemple à Ouais, Colbrelli, il vous dira qu'il n'est pas sprinter lui. Ou même Nasser Bouhanni ou Brian Cocker, enfin des coureurs comme ça. Et finalement, je suis pas loin de me dire que s'ils n'ont pas émergé, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas forcément le niveau et que c'est pas forcément un sacrifice. En fait, c'est plus que du coup, tu as des mecs qui sont vraiment très très forts derrière, qui poussent comme Ackermann, comme Jacobsen, comme Gaviria, qui sont les nouveaux Cavendish, Greipel, etc. Et je pense que c'est plus pour ça que finalement, ils vont se retrouver un peu... j'allais dire niqué, c'est un peu grossier comme terme, c'est pas celui que je voulais choisir, mais des dindons de la farce, entre guillemets. Oui, ils vont se retrouver à être barrés finalement parce que cette génération-là n'était pas assez forte pour pouvoir faire de l'ombre à un Kittel, par exemple, voire même à un Cavendish. D'ailleurs, vous y croyez encore à Cavendish ou pas? Moi, j'aimerais juste réagir sur ce qu'a dit Charles avant de parler de Cavendish. Ce qui est intéressant avec cette génération d'entre-deux, c'est que ce sont des profils plutôt polyvalents. Christophe, Degenkolb, Colbrelli, Trentin, comme vous avez mentionné plusieurs fois, ils sont relativement bons sur les classiques, ils ont gagné des monuments, donc ils peuvent facilement se consoler là-dessus. Et même, on a vu un Greipel qui avait été un excellent équipier sur certaines Flandriennes. Ces gens-là auraient peut-être intérêt à plus se focaliser sur les classiques, puis faire un sprint de temps en temps sur d'autres types de courses, où là, ils pourraient vraiment étoffer leur palmarès, car comme tu dis, contrairement à des Kittel, ils ne sont pas vraiment spécialisés uniquement dans ce domaine. Voilà, c'était juste un petit aparté. Et puis sur les sprints massifs, il y a les vainqueurs et il y a ceux qui gagnent un peu moins souvent, mais il faut bien les remplir, les top 15. Donc c'est normal d'avoir des sprinters qui ne remportent pas énormément de victoires non plus. Après, c'est vrai que... Ce sont des sprinters qui passent pas mal la montagne aussi, donc on peut retrouver plus facilement à la fin d'un tour. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Christophe a gagné aux Champs-Élysées, que Desmar a gagné aussi en fin de tour, parce que il faut pouvoir être là, il faut pouvoir passer la montagne tout en restant rapide quand même, quoi. Ouais, et puis ce qui est marrant aussi dans le sprint, c'est que la vérité d'une année, ça peut vite changer la saison d'avant, puisque même Kittel, encore en 2017, il a remporté 5 victoires sur le Tour de France. En 2018, c'est plus rien, et on se demande s'il pourra renaître de ses cendres. Donc, ou si Jacobsen est son successeur. Donc... Oui, ça peut vite changer, effectivement. Ça va vite. Je pense que pas grand monde ne miserait, par exemple, sur le fait qu'Elia Viviani soit le grand sprinter de l'année 2019. Enfin, c'est encore assez fou. On ne peut pas vraiment savoir lequel va émerger, si c'est Groenewegen, si c'est Kittel qui va revenir, si c'est Gaviria, si c'est un autre. Enfin, c'est vrai que Daniel, tu le disais très bien, la hiérarchie d'une année sur l'autre est vraiment souvent différente. Et c'est ce qui rend la chose intéressante, d'ailleurs, pour moi. Oui, il y en a un qui est quand même régulier souvent dans ces sprinters, parmi les meilleurs, peut-être pas tout meilleur, c'est toujours Peter Sagan. Parce que lui, on a l'impression finalement qu'il peut aussi se débrouiller très souvent seul et qu'il est dans la force de l'âge. Et également, c'est un Peter Sagan peut-être plus lourd qu'au début de sa carrière. Il reste toujours rapide. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. C'est toujours quelqu'un qu'on verra encore à l'avant dans les années à venir. Oui. Et comme tu dis, plus lourd, et je crois que j'ai lu assez récemment, c'est que il se pose plus la question d'un peu transformer son profil. Non, il préfère rester lourd. C'est moins contraignant et tout miser sur les sprints. Il n'a pas besoin de faire autre chose et c'est plus facile et plus simple pour lui. Donc voilà, oui, il restera, je pense, vu sa régularité, parmi les grands sprinters des prochaines années. D'accord. Bon, si lui-même confirme, ce serait peut-être un peu dommage pour le spectacle, mais bon, après. Bien écoutez, on va bientôt arriver, je crois, vers la fin de l'émission. Moi, ce que je voulais vous demander pour conclure, c'est d'abord être sûr qu'on n'a oublié personne parmi ces gens dans la hiérarchie et voir donc qui vous voyez, alors peut-être pas forcément dominer, mais qui vous voyez comme bonne surprise l'année prochaine, l'homme rapide qui pourrait surprendre, donc pas forcément dans les noms qu'on a sortis, ça peut être quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'une Conti Pro ou qu'on n'aurait pas cité, ou éventuellement un Néo Pro, même si c'est un peu plus difficile pour eux. Voilà, comment vous voyez les choses pour 2019? Est-ce qu'il y en a un qui a envie de se lancer? Allez Charles, tu veux nous donner un nom? Ouais. Moi, je vois Gaviria très très fort l'an prochain, malgré le changement d'équipe. Je pense que ces sautes de niveau cette année, elles sont plus dues à des chutes ou à des incidents qu'à une réelle méforme
ont une réelle incapacité à être au niveau toute l'année. Donc je le vois vraiment très très costaud en 2019. Et parmi les jeunes pousses, si je devais en citer un, je pense que Pascal Ackermann, il m'a vraiment vraiment bluffé cette année. Et lui aussi, je le vois très très fort l'an prochain. Ouais, il devrait confirmer. Très bien. Daniel? De mon côté, parmi les 3 vieux que sont Kittel, Cavendish et Greipel, j'ai un peu de mal à croire à du mieux, enfin du beaucoup mieux, un peu mieux, oui, c'est possible, mais beaucoup mieux, j'ai un peu du mal à y croire. Je pense que les Viviani, Christophe vont continuer à faire de belles performances. Et puis parmi les jeunes, je pense pas que une hiérarchie claire va se décider très vite. Quoique, peut-être que Groenewegen peut gagner en régularité car son équipe va bien renforcer le train pour lancer les sprints, ce qui devrait lui permettre d'être plus régulier, plus souvent présent pour jouer la gagne, parce que c'était un peu ça son défaut. Très bien. Cédric? Alors, je m'attends à une confirmation de Viviani et de Groenewegen qui seront peut-être les 2 grands sprinteurs de l'année prochaine. Pas forcément l'un contre l'autre, mais disons en termes de victoire. Et j'attends peut-être une réaction du sprint français qui est quand même passablement rentré dans le rang cette année. Même si Desmarais a gagné 9 courses, ça reste peu par rapport à ce qu'on attendait de lui sur les grosses courses. Et voilà, peut-être une réaction de Bouhanni aussi, qui a eu une saison très 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 difficile. Et, ce qui m'intéressera, ça sera de voir si cette année était juste un accident dans cette émergence récente du sprint français ou si c'est plutôt une nouvelle tendance qui se dessine après quelques années d'embellie. Voilà. Oui, mais c'est vrai que si le cyclisme français a pas mal souri ces derniers temps, le sprint, quant à lui, c'était un peu moins ça. Bon, j'y vais de ma petite prévision. Moi aussi, je pense que l'année prochaine, on va avoir un Caleb Ewan assez revanchard dans une nouvelle équipe en plus et qu'il aura Bon à poisson cœur, pilote. voilà, et qu'il aura à cœur de nous prouver que c'est un grand sprinter. Voilà, ben écoutez, pour ce qui est des chances françaises, c'est vrai on aurait peut-être pu en parler davantage. De manière générale, on a surtout eu des mares devant cette année, et c'est vrai, un ensemble du peloton français en sprinter qui n'a pas été globalement chanceux. Charles? Ouais, pour rebondir juste rapidement sur les Français, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on a pour moi un Arnaud Démare qui est vraiment moteur, qui est au niveau des autres grands sprinteurs, pardon, et qui est capable de gagner sur le Tour de France. Et derrière, Nasser Bouhanni, ça reste quand même un peu léger, quoi. C'est des coureurs qui sont capables de gagner sur des courses hors classe ou sur des classes 1, type des Sarro, Laporte, Coquard, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait cette relève et qu'ils soient capables de jouer avec les Jacobsen, avec les Odeg, les Gaviria, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment 3 classes d'écart entre ces 2 catégories de coureurs. Un petit creux générationnel peut-être. Bien. Pourtant, il y avait une belle... Ah, pardon. Oui. Non, je voulais juste terminer vas-y. pour dire que oui, il y a quand même une belle génération du sprint qui est arrivée depuis ces dernières années, justement avec Desmar, Bouhanni et même Coquard, Laporte. Mais c'est pas un creux générationnel, mais il n'y a pas. On n'a pas une grande tradition de sprinter. Voilà, déjà. Et il n'y a peut-être pas le coureur exceptionnel qui peut rivaliser avec les meilleurs mondiaux non plus. On ne peut pas avoir non plus les meilleurs dans tous les domaines. Mm-hmm. Voilà. Bon, écoutez, je pense que ça nous fera une sorte de conclusion pour cette émission. On a essayé de faire le tour de la question au plus vite possible selon le temps qui nous était imparti, pour pas trop déborder. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Voilà, nous ferons le point donc à la fin de l'année 2019 pour voir dans quelle mesure nous nous serons trompés ou pas. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et des commentaires. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission thématique, toujours d'ici la fin janvier et la reprise de la saison. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.